Miroir brisé. C'est ainsi que tu vis lorsque tu n'as pas le contrôle de ta vie. Tu regardes les morceaux dispersés et chaque reflet te renvoie une version différente de toi-même. L'un dominé par la colère, l'autre esclave de l'opinion d'autrui, un autre piégé par ce qu'il ne peut pas lâcher. Et là, au milieu de ces fragments, tu te rends compte que la seule chose que tu ne vois pas clairement, c'est toi-même. Reprendre le contrôle ne consiste pas à collectionner de jolies phrases, ni à feindre le calme. Il s'agit d'arracher avec tes mains les chaînes invisibles qui te lient à la réaction automatique, à la peur déguisée en prudence, à l'habitude de porter ceux qui ne veulent pas se sauver. Le stoïcisme n'est pas un ornement intellectuel, c'est un entraînement brutal et quotidien. Et celui qui ne le comprend pas restera un reflet brisé, attendant que quelqu'un d'autre le reconstruise. Ce que nous allons parcourir ici ne sont pas des théories abstraites, mais des armes pratiques que tu peux utiliser dans ta vie quotidienne. Parce que la véritable force ne se démontre pas en accumulant des objets, en criant plus fort ou en réagissant à tout ce qui te provoque. La véritable force réside dans le silence stratégique, dans la discipline mentale, dans le fait de savoir lâcher ce qui n'ajoute rien et de protéger avec ongles et dents ta paix intérieure. Je ne vais pas adoucir le chemin. Cela exige de la discipline, du courage, et que tu te confrontes une fois pour toutes à ce que tu es et à ce que tu as permis d'être. Chaque leçon que tu entendras est un coup direct à l'ego, un rappel que l'ennemi n'est pas à l'extérieur, mais dans ta façon de répondre au chaos. Reste jusqu'à la fin. Parce que si tu réussis à traverser ce parcours, tu ressortiras avec plus que des mots. Tu ressortiras avec des raisons stoïciennes pour arrêter de vivre comme une victime et commencer à marcher avec la clarté de celui qui sait que le contrôle ne se demande pas, il se prend. 1. Entraîne ton esprit chaque matin avant de faire face au monde. L'esprit est comme un champ de bataille à l'aube. À peine ouvres-tu les yeux, des armées de pensées, d'inquiétudes et de voix extérieures tentent d'envahir ton territoire. Si tu ne te prépares pas, si tu n'entraînes pas ton esprit avant de sortir, tu finis par rendre les armes sans combattre. Celui qui commence la journée sans direction devient un soldat sans bouclier, facile à emporter par la première émotion, par la première provocation, par le premier problème qui se présente sur son chemin. Le stoïcisme enseigne que la force n'apparaît pas au milieu du chaos, mais qu'elle se cultive à l'avance. Si tu veux résister aux tempêtes de la vie, tu ne peux pas attendre que la première goutte tombe pour construire ton abri. Chaque matin est une occasion de renforcer les murs internes qui te protègent. Et il ne s'agit pas de rituels compliqués, il s'agit de discipline et d'intention. Quand tu entraînes ton esprit au début de la journée, tu établis immédiatement qui commande, toi ou le désordre de la vie. Consacrer quelques minutes au silence, à la réflexion ou à l'écriture n'est pas une perte de temps. C'est un investissement en clarté, parce que lorsque l'esprit est entraîné, tu ne réagis pas comme un animal acculé, tu agis comme un stratège qui a déjà prévu la bataille. Pense à la différence entre quelqu'un qui se réveille et allume immédiatement son téléphone, laissant le monde le bombarder de notifications, de nouvelles et de comparaisons, par rapport à celui qui prend un moment pour organiser son esprit. Le premier donne sa paix avant le petit déjeuner, le second devient le maître de sa propre journée. Entraîner l'esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité si tu ne veux pas vivre comme un esclave des circonstances. Les stoïciens répétaient une pratique simple, au réveil, anticiper les obstacles de la journée. Imagine ce qui peut mal tourner, ce qui peut t'irriter, ce qui peut te tenter de réagir avec faiblesse. En faisant cela, tu ne cherches pas le pessimisme, tu cherches la force. Lorsque l'adversité apparaît, elle ne te surprend plus, parce que ton esprit l'attendait, et ton esprit est prêt à y résister. Cet entraînement exige aussi de l'honnêteté. Demande-toi chaque matin, quelles émotions essaie-je de maîtriser aujourd'hui? Quelles pensées dois-je surveiller? Quelles petites actions me rapprochent du contrôle et lesquelles m'éloignent? Ne te trompe pas avec des réponses vagues, sois brutalement clair avec toi-même, car personne d'autre ne peut faire ce travail pour toi. La discipline mentale ne consiste pas à méditer comme un moine isolé du monde.
Elle consiste à aiguiser ton caractère pour supporter le bruit, la pression et les épreuves de la journée. Entraîner l'esprit est comme renforcer un muscle. Chaque répétition, chaque pratique constante génère une résistance qui devient ensuite naturelle. Un jour, tu découvres que ce qui t'entraînait auparavant n'a plus de pouvoir sur toi, parce que ton esprit a appris à rester ferme. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, ne le cherche pas dans de grandes victoires extérieures. Commence à l'aube, lorsque personne ne te regarde, lorsque la première bataille est contre ta propre distraction et ta propre faiblesse. Si tu maîtrises cette bataille, tu seras prêt pour toutes les autres. L'esprit non entraîné est un ennemi interne. L'esprit entraîné est ton meilleur allié. C'est pourquoi chaque matin, décide. Veux-tu sortir dans le monde désarmé ou préfères-tu porter le bouclier invisible de la discipline stoïcienne? Celui qui choisit d'entraîner son esprit dès le début de la journée ne fait pas seulement face au chaos, il le transcende en le comprenant. 2. Déclare par écrit qui tu décides d'être. Un architecte ne construit pas un bâtiment sans plan. Un navigateur ne prend pas la mer sans carte. Un guerrier n'entre pas en combat sans stratégie. Pourtant, la plupart des gens se réveillent chaque jour sans se déclarer qui ils sont ni quel chemin ils tracent. Ils dérivent, répondant à ce que l'environnement exige, se laissant emporter par des opinions, des émotions et des circonstances qu'ils n'ont jamais choisies. Si tu ne décides pas pour toi-même, quelqu'un d'autre décidera pour toi, et c'est la façon la plus subtile de perdre le contrôle de ta vie. Écrire qui tu décides d'être est comme forger un contrat avec ton esprit. Ce n'est pas une simple phrase motivante qui s'efface à la fin de la journée, c'est un acte d'engagement. Lorsque tu déclares sur papier ton identité choisie, tu donnes à ton esprit une direction claire et à ta volonté un guide qui évite de se disperser au milieu du bruit. Le stoïcisme enseigne que la vie ne se construit pas sur des désirs vagues, mais sur des actions guidées par des principes fermes. Et ces principes doivent être définis avec des mots qui ont un tranchant. Il ne suffit pas de dire « je veux être une meilleure personne », cela n'a pas de force. Écris avec précision « aujourd'hui, je décide d'être discipliné ». Aujourd'hui, je décide d'agir avec calme face à la provocation. Aujourd'hui, je décide de prioriser ma paix sur l'opinion des autres. Le déclarer te donne un point de départ qui soutient tes décisions pendant la journée. Imagine quelqu'un qui ne se définit jamais lui-même, qui ne sait pas quelle valeur le guide ni ce qu'il veut incarner. Il vit comme un acteur secondaire dans sa propre histoire, répétant des rôles que d'autres lui assignent. Maintenant, pense à celui qui écrit chaque matin une déclaration brève de qui il décide d'être. Il ne s'agit pas de remplir des pages interminables ni d'orner le papier de phrases grandiloquentes. Il s'agit d'une pratique brève mais puissante. Une ou deux phrases écrites à la main qui deviennent à la fois une encre et une épée. Encre parce qu'elle te soutient lorsque la journée essaie de t'entraîner, épée parce qu'elle coupe immédiatement toute tentation de trahir ce que tu as décidé d'être. Certains pensent que l'écriture est inutile, qu'il suffit de le penser. Mais l'esprit est traître, il se laisse facilement séduire par le chaos et la distraction. Ce qui est écrit ne se négocie pas aussi facilement, il reste devant toi comme témoin. À la fin de la journée, tu peux regarder ces mots et te demander si tu les as honorés ou trahis. Cet acte révèle aussi quelque chose de profond. Être qui tu décides d'être est une décision quotidienne, pas une déclaration éternelle. Ce n'est pas dire « je suis déjà fort » et s'en contenter, c'est décider aujourd'hui d'être fort et de le répéter demain. Le caractère se construit à travers la répétition constante, la cohérence entre ce que tu écris et ce que tu fais. Chaque jour où tu déclares par écrit ton identité choisie, tu sculptes ton caractère comme un sculpteur qui ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il révèle la figure complète. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, arrête de vivre avec des identités empruntées et commence à déclarer la tienne avec clarté. Peu importe si tu as échoué hier, peu importe si tu doutes demain, ce qui compte, c'est que tu écrives aujourd'hui qui tu décides d'être et que tu le défendes avec tes actions. Le papier ne ment pas.
et quand tu l'utilises comme outil stoïcien, il devient un miroir impitoyable qui te montre si tu vis vraiment comme la personne que tu as dit être. Au final, la question est simple. Vas-tu laisser la journée décider qui tu es ou vas-tu le décider toi-même avant que le soleil ne se lève à l'aube? 3. Respire et reviens au présent chaque fois que ton esprit s'échappe. L'esprit ressemble à un chien agité qui, dès que tu lâches la laisse, court sans but dans des rues inconnues, poursuivant des ombres, des bruits et des fantômes. Si tu n'apprends pas à tenir cette laisse, ta journée entière devient une poursuite épuisante, toujours derrière des pensées que tu ne peux pas atteindre. C'est la réalité d'un esprit incontrôlé. Il vit entre des souvenirs qui n'existent plus et des préoccupations qui ne se sont pas encore produites, mais jamais dans le présent, qui est le seul terrain où tu peux agir avec clarté. Le présent est la seule réalité, mais l'esprit, capricieux et sauvage, s'obstine à le fuir. Il te traîne vers ce que tu as mal fait, vers ce que tu n'as pas dit, vers ce que tu crains de perdre demain. Et chaque fuite a un coût. Tu perds de l'énergie, tu perds la paix, tu perds l'opportunité de décider avec sagesse. C'est pourquoi les stoïciens enseignaient que l'attention est la ressource la plus précieuse que nous avons. Maîtriser l'attention, c'est maîtriser la vie. Et l'outil le plus simple et puissant pour la ramener est la respiration. Respirer consciemment, c'est comme jeter une ancre au milieu d'une mer agitée. Une respiration profonde, une expiration lente, et tout à coup, tout s'arrête. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu es revenu à ton centre. La respiration n'est pas un acte mécanique, c'est un rappel que tu es vivant, que cet instant est à toi, et qu'aucun souvenir ni peur ne peut t'arracher à ce qui est maintenant devant toi, à moins que tu ne le permettes. Les stoïciens parlaient d'entraîner l'esprit comme un guerrier entraîne ses réflexes. Tu ne peux pas attendre la bataille pour apprendre à manier l'épée, tu dois t'entraîner tous les jours. De la même manière, tu ne peux pas attendre le chaos pour apprendre à rester présent. Tu dois entraîner ton esprit à revenir encore et encore au présent, jusqu'à ce que cela devienne une habitude aussi naturelle que respirer. Pense-y. Combien de fois par jour ton esprit s'échappe-t-il sans permission? Une conversation te rappelle une blessure du passé, un silence déclenche une peur de l'avenir, un commentaire d'autrui allume 1000 scénarios qui n'existent pas. Et à chaque évasion, tu perds le pouvoir de décider comment agir. La respiration consciente coupe cette chaîne. Dès que tu remarques que ton esprit court, tu t'arrêtes, tu inspires, tu expires, et avec ce geste tu affirmes « Je suis ici, c'est mon moment, c'est ici que je décide ». Il ne s'agit pas de se retirer du monde ou de vivre en isolement. Il s'agit de reprendre les rênes au milieu du bruit, au travail, à la maison, partout où la vie essaie de t'entraîner. Un instant de respiration consciente peut éviter une réaction impulsive, un commentaire destructeur, une décision prise par peur, et bien que cela semble petit, cet instant définit le cours de ta journée. Le contrôle ne réside pas dans la suppression des pensées ou dans la prétention de ne pas ressentir. Le contrôle réside dans le fait de ne pas laisser ses pensées et ses émotions décider pour toi. La respiration devient ton pont de retour au présent, le seul endroit où tu as un véritable pouvoir. Un esprit qui apprend à revenir au présent n'est pas un esprit vide, c'est un esprit armé. Celui qui maîtrise sa respiration devient maître de lui-même. Et celui qui est maître de lui-même, peu importe où il se trouve ou ce qu'il affronte, sera toujours libre. Chaque fois que ton esprit s'échappe, souviens-toi, il suffit d'une respiration pour revenir à ta force inébranlable. 4. Garde un silence stratégique plutôt que de réagir impulsivement. Une étincelle dans la forêt peut sembler inoffensive, mais si tu y ajoutes des branches et du vent, elle se transforme en un incendie capable de tout dévorer. C'est ainsi que fonctionnent tes réactions impulsives. Un mot mal dit, un geste chargé de colère ou une réponse que tu n'as pas pensée peut ruiner une relation, une opportunité ou même la paix que tu as tant coûté à construire.
Le silence, en revanche, est comme l'eau qui éteint l'étincelle avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Garder un silence stratégique n'est pas se taire par peur, ni non plus résignation. C'est choisir avec froideur ce qui mérite une réponse et ce qui ne le mérite pas. C'est comprendre que toute provocation n'est pas digne de ta voix. Les gens ont tendance à confondre le silence avec la faiblesse, mais en réalité c'est le contraire. Il faut plus de force pour contenir sa langue que pour la laisser aller sans mesure. Le silence est puissant quand tu l'utilises avec intention, pas comme une fuite. Le stoïcisme enseigne que celui qui réagit à tout vit comme un esclave des autres. Si chaque commentaire, critique ou provocation te fait réagir, alors tu n'as pas le contrôle. Ta vie appartient à celui qui appuie sur tes boutons. Mais quand tu choisis de te taire, quand tu respires et décides de ne pas répondre immédiatement, tu montres que tu es maître de toi. Le silence te transforme en stratège de la bataille, tandis que les autres restent des soldats désordonnés, tirant sans réfléchir. Pense à un guerrier en pleine guerre. Il ne gaspille pas ses flèches à chaque bruit, il attend le moment exact pour lâcher son arc. C'est ainsi que tu devrais utiliser tes mots. Parler seulement quand c'est nécessaire, quand ta voix a du poids, quand ta réponse est plus forte que n'importe quelle impulsion. Celui qui crie au milieu du chaos a tendance à perdre de l'autorité, mais celui qui garde le silence au bon moment inspire le respect, voire intimide, car il transmet une maîtrise que les autres ne comprennent pas. L'impulsion cherche toujours une gratification immédiate, mais elle ne donne presque jamais de bons résultats. Dire la première chose que tu ressens te donne un soulagement momentané, mais te vole la tranquillité par la suite. Le silence stratégique brise ce cycle. C'est l'espace où tu réfléchis, où tu observes l'autre et comprends que souvent il ne mérite pas un mot. Parce que le silence communique aussi, et ce que tu ne dis pas peut peser plus que n'importe quel argument. Garder le silence ne signifie pas accumuler du ressentiment. Cela signifie ne pas réagir comme un animal acculé et à la place, agir comme un penseur qui mesure ses pas. C'est un rappel que tu n'es pas obligé de répondre à tout ce que tu entends. Ton temps, ton énergie et ta paix sont trop précieux pour être gaspillés dans des disputes vaines. Pratiquer le silence stratégique, c'est établir des limites invisibles. C'est dire avec ton calme, jusqu'ici. Parce que le silence est aussi un mur qui protège ton territoire émotionnel, tandis que d'autres attendent ta réaction pour te manipuler ou t'utiliser dans leur jeu. Ta décision de te taire leur montre qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, respire, observe et choisis de te taire. Regarde comment l'autre s'agite en ne recevant pas ce qu'il attendait. Cet instant est ta victoire. Parce que ce que tu ne dis pas ne protège pas seulement ta paix, cela révèle aussi ta force. Le silence, lorsqu'il est né de la stratégie, n'est pas vide. C'est la voix de celui qui se respecte assez pour ne pas se gaspiller dans des batailles inutiles. Et à la fin, celui qui sait se taire avec intention finit toujours par en dire plus que les autres. 5. Choisis avec précision qui entre dans ta vie. Ta vie est comme une forteresse. Chaque porte que tu ouvres et chaque personne que tu laisses entrer influence la qualité de ta paix, la force de tes pensées et la direction de ton chemin. Si tu permets à n'importe qui de franchir tes murailles, tu découvriras bientôt que ton refuge devient un champ de bruit, de conflits et de distractions. Choisir qui entre dans ta vie n'est pas un acte d'arrogance, c'est un acte de survie. Les relations que tu entretiens sont comme des graines. Certaines te nourrissent, fleurissent et donnent de l'ombre pendant les jours les plus chauds. D'autres, en revanche, sont des mauvaises herbes qui consomment tes ressources et étouffent ta croissance. Le problème est que beaucoup de gens permettent à ces mauvaises herbes de se propager parce qu'ils confondent la compagnie avec la valeur, parce qu'ils ont peur d'être seuls ou parce qu'ils ne veulent pas sembler égoïstes en posant des limites. Mais le stoïcisme enseigne que la véritable force réside dans le soin de ton terrain intérieur, même si cela implique de fermer fermement des portes. Toutes les personnes ne méritent pas ton temps, ta confiance ou ton énergie. Il y en a qui entrent juste pour user, pour semer le doute, pour te distraire de l'essentiel. Et si tu n'es pas conscient,
tu finiras par porter des batailles qui n'ont jamais été les tiennes. Choisir avec précision qui entre dans ta vie signifie comprendre que ta paix n'est pas à vendre et que ton cercle définit la qualité de ta pensée. Imagine un général qui sélectionne son armée. Il ne recrute pas n'importe qui dans la rue. Il choisit soigneusement ceux qui ont de la discipline, de la loyauté et une capacité de résistance. Tu devrais appliquer le même critère à ton cercle proche. Celui qui entre dans ta vie influence ta vision du monde, ta façon de parler, tes décisions quotidiennes. Entoure-toi de ceux qui te poussent vers la clarté, pas de ceux qui t'entraînent dans le bruit. Le stoïcisme insiste sur le fait que nous devons évaluer le caractère des gens, pas les apparences ni les belles paroles. Observe comment quelqu'un agit quand il n'obtient pas ce qu'il veut, observe comment il réagit face à l'adversité, comment il traite ceux qui ne peuvent rien lui donner en retour. Ces signaux sont beaucoup plus précieux que n'importe quel discours. La précision dans le choix ne se base pas sur des émotions passagères, mais sur des faits qui révèlent le véritable caractère. Quelqu'un pourrait dire que fermer des portes est froid ou distant. Mais la vérité est que garder tout le monde prêt sans filtre est une forme d'abandon personnel. Cela signifie aussi être conscient que même ceux qui t'accompagnent peuvent arriver avec des leçons, certaines douloureuses, d'autres aimables. Tous ne sont pas destinés à rester, et tous ne devraient pas le faire. Certains arrivent pour te montrer ce que tu as besoin de guérir, d'autres pour te pousser à grandir, et certains simplement pour t'apprendre à lâcher prise. Accepter cette vérité est libérateur. Car tu ne t'accroches plus par habitude, tu choisis avec intention. La prochaine fois que quelqu'un essaie d'entrer dans ta vie, demande-toi, cette personne ajoute-t-elle ou soustrait-elle? Apporte-t-elle la paix ou apporte-t-elle le chaos? M'encourage-t-elle ou me retient-elle? Tes réponses seront la clé de cette porte, parce que chaque fois que tu laisses entrer quelqu'un, tu invites une influence qui peut transformer ta vie en bien ou en mal. Et à la fin, la responsabilité de ce choix sera toujours la tienne. Choisis avec précision. Ta vie est ta forteresse, ton cercle est ton armée, et ta paix est ton plus grand trésor. Protège-les avec la même discipline qu'un stoïcien protège son esprit, parce que ce que tu laisses entrer détermine ce qui reste en toi. 6. Défends ton territoire émotionnel avec des limites fermes. Un royaume sans mur est une proie facile pour n'importe quel envahisseur. Peu importe combien d'or il contient, si n'importe qui peut entrer et le piller, tôt ou tard, il sera en ruine. C'est ainsi que fonctionne ta vie émotionnelle lorsque tu ne sais pas poser des limites. Tu permets aux autres de décharger sur toi leurs frustrations, leurs manipulations et leurs exigences. Et peu à peu, ta paix devient un terrain dévasté. Définir des limites fermes n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour survivre avec dignité dans un monde qui essaiera toujours de réclamer ton énergie. Le territoire émotionnel est sacré parce que c'est là que réside ton esprit, tes valeurs et ta capacité à maintenir la clarté. Lorsque tu le négliges, les opinions extérieures, les chantages émotionnels et les demandes constantes occupent l'espace qui devrait être réservé à ta croissance. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, mais nous pouvons contrôler ce que nous permettons de nous affecter. Et une grande partie de ce contrôle réside dans la capacité de dire non avec fermeté. Non aux abus déguisés en affection, non aux engagements qui épuisent, non aux personnes qui confondent ta bonté avec une disponibilité infinie. Chaque non que tu dis est un oui à ta paix, à ton énergie et à ta valeur personnelle. Beaucoup craignent de poser des limites parce qu'ils pensent qu'ils seront perçus comme égoïstes ou froids. Mais la vérité est que ne pas les poser est une forme de trahison envers toi-même. Si tu ne protèges pas ton territoire émotionnel, personne d'autre ne le fera. Et chaque fois que tu cèdes là où tu ne voulais pas, chaque fois que tu acceptes ce qui te dérange, tu enseignes au monde que ta vie est ouverte à être utilisée. Le respect ne se demande pas, il s'établit avec la clarté de tes limites. Imagine que quelqu'un entre chez toi et décide de déplacer tes meubles, d'ouvrir ton réfrigérateur et de prendre ce qu'il veut sans demander la permission. Le permettrais-tu? Sûrement pas.
Mais combien de fois laisses-tu les autres entrer dans ton monde intérieur et perturber ta paix sans aucun droit? Ton esprit et ton cœur sont ta maison la plus importante, et la défendre est un acte de responsabilité. Une limite ferme ne s'exprime pas toujours avec des mots durs, elle se communique souvent par des actions. Le silence qui ne répond pas aux provocations, la distance que tu prends d'une relation nuisible, le temps que tu réserves pour toi-même, même si d'autres l'appellent caprice. Ce sont des gestes qui disent clairement « c'est mon espace et je ne vais pas permettre que tu l'envahisses ». Les stoïciens parlaient de la tempérance comme vertu, et une partie de cette tempérance est de ne pas permettre aux autres de t'entraîner dans leur chaos. Lorsque tu as des limites fermes, tu choisis où et comment utiliser ton énergie. Tu deviens sélectif avec tes batailles, prudent avec tes mots et protecteur de ton centre. Tu n'as pas besoin de justifier chaque décision, ni d'expliquer pourquoi tu choisis ta paix. Une véritable limite ne se négocie pas, elle se respecte. Défendre ton territoire émotionnel, c'est comprendre que ton bien-être est le terrain sur lequel tout le reste est construit. Si ce terrain est envahi, rien ne fleurit. Mais si tu le protèges, ton esprit se renforce, tes émotions se stabilisent et tes décisions deviennent plus claires. Pose des limites, même si ta voix tremble, même si d'autres sont mal à l'aise. Parce qu'à la fin, celui qui ne défend pas son territoire émotionnel finit par vivre selon les règles des autres. Et personne qui cherche à reprendre le contrôle de sa vie ne peut se le permettre. 7. Brisez immédiatement les habitudes et les pensées qui vous sabotent. Un bateau peut être imposant, avec des voiles solides et du bois résistant, mais il suffit d'une petite fuite dans la coque pour le couler lentement sans que le capitaine ne s'en rende compte. C'est ainsi que fonctionnent les habitudes et les pensées qui vous sabotent. Elles ne se présentent pas comme des ennemis déclarés, mais comme des fissures silencieuses qui drainent votre force jour après jour. Et si vous ne les fermez pas à temps, aussi fort que vous vouliez avancer, vous finirez par couler sur place, vous demandant pourquoi vous ne parvenez jamais à avancer. Le sabotage interne n'apparaît pas soudainement, il se déguise en routine. Cette pensée qui vous répète que vous n'êtes pas assez bon, cette habitude de procrastiner ce qui est important, cette voix qui justifie toujours votre manque d'action. Au début, ils semblent être de petits détails, mais ensemble, ils construisent une prison invisible. Le stoïcisme enseigne que l'ennemi le plus dangereux n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans les idées que vous acceptez sans les remettre en question et dans les habitudes que vous répétez même si vous savez qu'elles vous détruisent. Rompre avec eux n'est pas un acte doux, c'est une coupure radicale. Vous ne pouvez pas négocier avec ce qui vous sabote, car plus vous lui donnez de temps, plus il s'installe profondément. Si vous savez que quelque chose vous affaiblit, éliminez-le à la racine. Si vous identifiez une pensée qui vous entraîne constamment dans la culpabilité ou la peur, arrêtez-la à l'instant où elle apparaît. Ne la nourrissez pas avec des arguments, ne la déguisez pas avec des excuses. L'action immédiate est le seul moyen de désarmer ce qui vous sabote. Imaginez un guerrier qui découvre un espion dans son camp. Il ne l'invite pas à rester pour l'observer un peu plus. Le temps que vous perdez à justifier ce qui vous fait du mal est le temps que vous pourriez utiliser pour construire ce qui vous renforce. Beaucoup tombent dans le piège d'attendre le moment parfait pour changer. Ils pensent qu'ils pourront abandonner une habitude nuisible quand ils seront prêts ou qu'ils pourront faire taire les voix internes négatives quand ils se sentiront forts. Mais la vérité est qu'il n'y aura jamais un moment confortable pour le faire. Le véritable changement naît toujours dans l'inconfort. Et si vous le reportez, vous ne faites que renforcer la chaîne. Le stoïcisme insiste sur le fait que l'action est le remède à l'autosabotage. Ne pensez pas trop, agissez. Rompre une habitude qui vous détruit signifie également la remplacer par une qui vous construit. Il ne suffit pas d'éliminer, vous devez occuper cet espace avec quelque chose qui vous renforce. Si vous laissez un vide, l'ancien modèle reviendra avec plus de force. Chaque fois que vous éliminez une pensée qui vous coule, remplacez-la par une affirmation de pouvoir. Chaque fois que vous coupez une habitude inutile, installez-en une qui vous rapproche de votre objectif.
C'est ainsi que vous transformez votre vie de manière solide. L'autosabotage se nourrit du silence, du temps que vous lui accordez, du doute que vous ne confrontez pas. C'est pourquoi la seule stratégie efficace est l'action immédiate et consciente. Demandez-vous avec sévérité, qu'est-ce que je permets de me saboter aujourd'hui? Identifiez-le et coupez-le sans hésitation. Parce que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera. Votre vie ne se perd pas à cause d'une grande erreur. Elle se perd à cause de petites habitudes et pensées qui vous volent chaque jour sans que vous vous en rendiez compte. Rompre avec eux est un acte de courage qui vous redonne le contrôle. Et lorsque vous décidez de ne plus tolérer ce qui vous détruit, vous commencez à construire un terrain fertile où rien ne peut vous couler. Celui qui brise ses chaînes internes devient quelqu'un que personne ne peut arrêter. 8. Ose même si tout tremble. Un pont suspendu ne démontre pas sa force lorsqu'il est immobile, mais lorsque le vent le secoue violemment. Chaque grincement semble annoncer qu'il va se briser, mais c'est précisément dans ce tremblement qu'il révèle sa résistance. C'est ainsi que fonctionne le courage. Il ne se ressent pas comme une sécurité absolue, mais comme une fragilité qui avance malgré la peur. Croire qu'être courageux signifie ne pas ressentir de peur est une tromperie. Le véritable courage est de marcher lorsque les jambes tremblent, de parler lorsque la voix se brise et de faire le pas même si le sol semble instable. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas attendre que tout soit parfait pour agir, car ce jour n'arrivera jamais. La peur sera toujours présente, déguisée en excuses, en prudence excessive ou en cette voix qui murmure que tu n'es pas encore prêt. Mais chaque minute que tu attends le moment parfait est une minute que tu offres à l'inertie. Le courage ne se construit pas dans le confort, il se forge dans l'inconfort, dans la décision d'avancer, même si tu n'as pas toutes les certitudes en main. Ose même si ton cœur tremble, car chaque acte de courage ouvre un chemin qui n'existait pas auparavant. Il ne s'agit pas de te jeter dans le vide sans réfléchir, mais de comprendre qu'il n'y aura jamais absence de risque. Si tu veux grandir, tu dois accepter que tu trembleras. Ce tremblement est le signe que tu sors de la zone où tu as toujours été prisonnier. Celui qui cherche la certitude avant d'agir finit par vivre dans une cellule décorée d'illusions de sécurité. La peur exagère les scénarios, peint des échecs catastrophiques et projette des douleurs qui n'existent pas encore. Mais 90% de ces visions ne se réalisent jamais. Ce qui se réalise, c'est le coup de rester immobile. La frustration, le regret, le sentiment d'être vivant sans avoir vraiment vécu. Oser, c'est risquer le confort pour conquérir un but, et c'est un pari qui vaut toujours plus que la sécurité stérile de ce qui est connu. Imagine quelqu'un qui veut traverser une rivière, mais qui reste éternellement sur la rive en attendant que l'eau cesse de bouger. Cette attente est inutile, car la rivière sera toujours en mouvement. La vie est la même, il y aura toujours de l'incertitude, toujours du risque. Le pont dont tu as besoin se construit pendant que tu marches, pas avant. Si tu ne fais pas le premier pas, tu ne verras jamais comment tes propres actions forment le chemin. Les stoïciens comprenaient que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la maîtrise de celle-ci. Marc Aurèle disait que la difficulté est la matière première de la grandeur. Chaque fois que tu affrontes ce qui te secoue, ton caractère se renforce. Chaque action que tu entreprends malgré la peur devient une brique de plus dans la construction d'un esprit inébranlable. Ose même si tout tremble, car le tremblement est la preuve que tu es au seuil de ta croissance. N'attends pas de te sentir en sécurité, agis et la sécurité viendra en conséquence. C'est la paradoxe du courage. La confiance ne précède pas l'acte, elle se construit après avoir fait le pas. Et plus tu pratiques le courage, plus la peur qui semblait auparavant un géant deviendra petite. Choisis de trembler et d'avancer malgré tout, parce que celui qui ose au milieu du tremblement découvre que la peur n'était pas un mur, mais une porte déguisée. Une porte qui ne s'ouvre que lorsque tu la pousses avec détermination. Ose même si tout tremble, car dans cet acte de courage se cache la liberté que tu as toujours cherchée. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret.
indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. L'attachement émotionnel est une prison déguisée en amour. Il n'a pas de barreaux, mais il enferme ton esprit. Il n'a pas de gardien, mais il te surveille avec l'anxiété de perdre ce que tu crois avoir besoin. Tu l'appelles affection, tu l'appelles union, mais en réalité, c'est une chaîne invisible qui te vole la tranquillité, qui te rend esclave des regards, des réponses et des silences que tu ne contrôles pas. Et tant que tu continues à vivre ainsi, ta liberté ne t'appartient pas, ta valeur dépend des autres, et ta paix devient une monnaie d'échange. Cette vidéo ne cherche pas à adoucir la vérité ni à l'édulcorer. Elle cherche à se confronter à ce que tu ne veux peut-être pas entendre. Tu dépends trop, et tant que tu dépends, tu seras faible. Les stoïciens le savaient bien. La force intérieure ne se construit pas dans les étreintes qui partent, ni dans l'approbation qui se perd, mais dans la capacité de te gouverner toi-même, de résister, de choisir fermement ce qui mérite d'entrer dans ton monde intérieur et ce qui ne le mérite pas. Aujourd'hui, tu n'entendras pas de conseils creux. Tu entendras des raisons stoïciennes, applicables à ta vie réelle, qui te forceront à lâcher les dépendances, à arrêter d'attendre que les autres comblent tes vides, et à transformer chaque coup en le feu qui forge ton caractère. Reste jusqu'à la fin, parce que si tu veux vraiment être libre, tu as besoin de briser ces chaînes maintenant. 1. Brise l'attachement émotionnel avant qu'il ne te vole ta liberté. Un bateau ne coule pas à cause de l'eau qui l'entoure, il coule à cause de l'eau qu'il laisse entrer. C'est ainsi que fonctionne l'attachement émotionnel. Tu le laisses entrer petit à petit, tu le normalises, tu le justifies, jusqu'à ce qu'il envahisse ton intérieur sans que tu t'en rendes compte et te tire vers le fond. Tu penses que c'est de l'amour, tu penses que c'est de l'engagement, mais ce que tu as vraiment laissé entrer est une dépendance déguisée. Et quand l'attachement prend le contrôle, la liberté devient un souvenir lointain, car ton calme ne dépend plus de toi, mais de ce que quelqu'un d'autre fait ou ne fait pas. L'attachement émotionnel est ce piège qui vole ta force sans que tu t'en rendes compte. Il commence par de petits détails, par le besoin d'un message, d'une réponse, d'une présence constante. Il se nourrit de ta peur de perdre, de ton désir d'être approuvé, de ton incapacité à être avec toi-même, sans chercher une validation externe. Et le danger est que plus tu le nourris, plus tu deviens faible. Ton humeur ne dépend plus de ta discipline ou de ton but, mais de l'attention que quelqu'un te porte. Ce n'est ni de l'amour ni de la compagnie, c'est de l'esclavage déguisé en affection. Les stoïciens savaient que la plus grande liberté n'est pas conquise à l'extérieur, mais à l'intérieur. Épictète répétait que ce n'est pas ce qui se passe qui te vole ta paix, mais ce que tu décides de penser. T'accroches à quelqu'un au point de perdre ton indépendance émotionnelle. Tu renonces à ton plus grand pouvoir, choisir ton interprétation et ta réaction. Tu laisses quelqu'un d'autre tenir les rênes de ta vie, et ainsi, tu abandonnes ton propre gouvernement intérieur. Rompre l'attachement émotionnel ne signifie pas arrêter d'aimer, cela signifie arrêter de dépendre. C'est apprendre à partager par choix et non par nécessité. C'est comprendre que tu peux profondément apprécier quelqu'un, mais ne jamais mettre ta paix en otage de ses décisions. C'est regarder le lien sans chaîne, sans exiger que l'autre comble tes vides, parce que tu as déjà appris à te soutenir toi-même. C'est la différence entre un amour conscient et un attachement destructeur. Se libérer de l'attachement nécessite du courage, car c'est affronter l'inconfort d'être seul, d'écouter ton propre silence, de reconnaître les fissures internes que tu as toujours essayé de combler avec de la compagnie. Mais c'est là que réside le véritable pouvoir. Quand tu apprends à être avec toi sans ressentir de vide, quand tu arrêtes de mesurer ta valeur par l'attention des autres, tu découvres que tu n'as pas besoin de mendier ce qui a toujours été en toi. Et alors tu te rends compte que l'attachement n'a jamais été de l'amour, c'était de la peur. Peur d'être avec toi,
peur de ne pas être suffisant, peur de perdre ce qui n'a jamais été à toi pour commencer. La force intérieure se construit chaque fois que tu choisis de ne pas dépendre. Chaque fois que tu décides que ta journée ne s'effondre pas parce que quelqu'un ne t'a pas écrit. Chaque fois que tu choisis de marcher fermement sans chercher l'approbation. Chaque fois que tu comprends que ta liberté intérieure est trop précieuse pour être mise entre les mains de n'importe qui. C'est la voie stoïcienne, te gouverner toi-même avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Rompre l'attachement émotionnel n'est pas un acte de froideur, c'est un acte de dignité. C'est le premier pas pour vivre avec authenticité, pour marcher la tête haute et avec la certitude que ta paix n'a pas de prix. Et quand tu y arrives, personne ne peut te voler ce qui est le plus sacré, ta liberté. 2. Fais de ton autosuffisance un bouclier impénétrable. La personne qui n'apprend pas à se soutenir elle-même devient l'otage de chaque regard, de chaque geste ou de chaque mot qui vient de l'extérieur. Elle vit coincée dans des montagnes russes émotionnelles où sa valeur dépend des autres. Aujourd'hui, elle se sent grande parce que quelqu'un l'approuve, demain, elle s'effondre parce que cette même personne l'ignore. Cette fragilité constante détruit la paix intérieure et transforme la vie en une attente éternelle de validation. Celui qui ne construit pas l'autosuffisance est condamné à vivre à la merci des autres. L'autosuffisance est ce bouclier invisible qui te protège des coups extérieurs. Cela ne signifie pas la dureté ou la froideur, mais la fermeté. C'est avoir des racines profondes qui résistent à la tempête. C'est garder le contrôle sur ta dignité, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Les stoïciens ont compris que la plus grande force ne se trouve pas entre les mains de quelqu'un d'autre, mais dans la capacité de se gouverner soi-même. Épictète disait que personne ne peut te faire esclave si tu ne livres pas tes pensées. Et c'est cela, l'autosuffisance, ne pas mettre ta valeur entre les mains d'autrui. Celui qui vit en dépendant de l'attention des autres finit par accepter des relations vides, des liens toxiques et des promesses qui ne valent rien, simplement par peur d'être seul. Cette dépendance est celle qui use et qui fait perdre le sens de la vie. En revanche, l'autosuffisance t'apprend à choisir en toute liberté et non par nécessité. Elle te permet de dire non sans culpabilité, de poser des limites sans peur et de marcher en toute confiance, même quand il n'y a personne à tes côtés. Cela ne t'isole pas, au contraire, cela te donne la capacité de partager sans chaîne et d'aimer sans te perdre. Construire l'autosuffisance nécessite une discipline quotidienne. Il ne s'agit pas de répéter de jolies phrases, mais de former l'esprit à ne pas réagir comme un mendiant d'affection. Cela signifie profiter de ta propre compagnie, investir du temps dans ce qui te renforce, vivre avec un but même si personne ne l'applaudit. Chaque fois que tu choisis de ne pas dépendre d'une réponse immédiate, chaque fois que tu gardes ton calme lorsque tu ne reçois pas d'approbation, tu renforces ce bouclier. Pas à pas, tu apprends à te donner à toi-même ce que tu attendais des autres. L'autosuffisance te libère également de la manipulation. Celui qui remarque ton besoin peut l'utiliser comme une arme. Il te récompense avec de l'affection quand tu cèdes et te la retire quand tu ne réponds pas à ses attentes. C'est la forme la plus courante de contrôle émotionnel. Mais si ta paix ne dépend pas de ces miettes, si tu es capable de te soutenir par ta propre force, alors personne ne peut t'utiliser ni te soumettre. Le respect surgit lorsque tu n'as plus besoin de supplier quoi que ce soit. Le bouclier de l'autosuffisance ne se brise pas parce qu'il n'est pas fait d'illusions, mais de clarté. Clarté que ta valeur ne change pas, même si les autres ne la voient pas. Que ta vie continue, même si personne ne la célèbre. Que ton but ne s'arrête pas, même si personne ne le reconnaît. Cette conviction silencieuse est celle qui rend ta présence solide. Et ce n'est pas un chemin facile, car il exige de la patience et de renoncer à l'habitude de chercher une gratification immédiate. Mais en retour, il te donne un pouvoir que personne ne peut te prendre. L'autosuffisance est aussi un filtre. Elle te montre qui est avec toi pour ce que tu es et qui l'est seulement parce qu'il peut profiter de tes manques.
Lorsque tu n'as plus besoin que personne ne te complète, tu peux voir clairement qui apporte réellement et qui ne fait que soustraire. Cela te permet de mieux choisir tes relations, de construire des liens authentiques et de garder ton énergie loin de ceux qui cherchent à la drainer. Un cœur autosuffisant ne se ferme pas, il se renforce pour ne pas accepter moins. 3. Contrôle l'histoire que tu te racontes avant qu'elle ne te détruise. Un même fait peut être un coup dévastateur ou une opportunité de croissance, tout dépend du récit que tu te construis. L'esprit humain fonctionne comme un narrateur infatigable qui ne cesse d'inventer des explications, de justifier des actions ou d'imaginer des conséquences. Cette voix intérieure peut devenir ton allié ou ton pire bourreau. Et quand tu ne la contrôles pas, elle fabrique des histoires qui t'enchaînent toujours de ce qui se passe, mais de ce que tu te dis à toi-même. Ne laisse pas cela te blesser à l'intérieur. Ce qu'il voulait dire, c'est que les événements extérieurs sont neutres, mais ton interprétation peut ruiner ta vie. Mais cela peut aussi être vu comme la libération d'un poids, comme un espace pour grandir ou comme une preuve de ta résistance. Ce ne sont pas les faits qui définissent ta vie, c'est le récit que tu choisis d'accepter. Quand tu laisses ton histoire intérieure devenir un poison, tu finis par revivre encore et encore les mêmes douleurs. Tu reproduis des souvenirs, tu inventes des dialogues, tu imagines des scénarios qui ne se sont jamais produits et ainsi tu prolonges une souffrance qui aurait pu se terminer bien plus tôt. L'attachement émotionnel se renforce dans ces histoires. Chaque fois que tu répètes mentalement que sans cette personne tu ne peux pas continuer, chaque fois que tu interprètes son absence comme un rejet absolu, tu donnes du pouvoir à une fiction que tu es en train de créer. Contrôler l'histoire ne signifie pas nier la réalité, cela signifie l'ajuster à la vérité. Une rupture fait mal, oui, mais cela ne signifie pas que tu ne vaux rien. Un échec pèse, oui, mais cela ne signifie pas que tu es destiné à perdre. La différence est de reconnaître ce qui s'est passé sans ajouter un scénario tragique qui n'existe pas au-delà de ton esprit. Le stoïcisme enseigne à regarder les faits tels qu'ils sont, sans fioriture et sans drame. Et quand tu le fais, la douleur se réduit à ce qu'elle est, une expérience ponctuelle, pas une condamnation éternelle. La pratique quotidienne consiste à t'arrêter chaque fois que ton esprit invente une histoire destructrice. Demande-toi, est-ce que ce que je pense est un fait ou une interprétation? Est-ce que je me dis la vérité ou est-ce que j'exagère ce qui s'est passé? Ce simple acte de questionner ton récit est le début du contrôle. Quand tu réussis à le faire de manière constante, ton esprit cesse d'être un tyran et devient un instrument de clarté. Tu dois aussi comprendre que l'esprit cherchera toujours la sortie la plus facile, se victimiser. C'est le récit le plus confortable, car il t'excuse d'agir. Tout va mal pour moi, personne ne me comprend, peu importe ce que je fais, j'échoue toujours. Ces phrases sont des histoires qui te plongent, mais qui te libèrent aussi de la responsabilité de changer. Contrôler ton récit signifie renoncer à ce rôle de victime et assumer celui de protagoniste. Et cela fait mal, parce que cela implique d'accepter que souvent, ce n'était pas la vie qui t'arrêtait, mais toi-même. Le pouvoir de maîtriser ton récit est qu'il transforme ta relation avec l'adversité. Ce que tu voyais auparavant comme un châtiment, tu commences à le voir comme un entraînement. Ce que tu appelais auparavant une perte, tu l'interprètes comme un espace pour grandir. Ce que tu appelais auparavant un échec, tu le reconnais comme une expérience. Et dans cette transformation, tu découvres qu'aucune histoire ne peut te détruire, si tu décides de l'écrire avec dignité. Maîtriser ton récit intérieur, c'est maîtriser ton destin. 4. Protège ta liberté intérieure, ne la mets pas entre les mains d'autrui. La cage la plus dangereuse n'est pas celle qui a des barreaux de fer, mais celle que tu ne vois pas, celle que tu construis toi-même en donnant ta liberté à ce que les autres pensent, disent ou font. Il y a ceux qui semblent marcher libres, mais à l'intérieur, ils vivent emprisonnés. Ils n'osent pas décider sans consulter, ils n'osent pas parler sans approbation, ils n'osent pas bouger sans la certitude qu'ils seront acceptés. Ce type de vie est une condamnation invisible qui étouffe la volonté et tue la dignité.
La liberté intérieure est le terrain le plus sacré que tu peux posséder. Il ne s'agit pas de faire ce que tu veux à tout moment, mais d'être le maître de ton esprit, de tes émotions et de ta réaction face à ce que la vie présente. Tant que tu cèdes ce pouvoir, tu ne seras jamais vraiment libre. Et le pire, c'est que beaucoup cèdent cette liberté sans s'en rendre compte. Ils la mettent entre les mains d'un partenaire, d'une famille, d'un groupe social, voire de l'opinion anonyme sur les réseaux. Ils vivent en mesurant chaque pas selon le regard des autres, sacrifiant la paix pour un peu d'approbation. Le stoïcisme enseigne que la vraie liberté commence à l'intérieur. Personne ne peut te contrôler si tu décides que ton monde intérieur n'est pas à vendre. Marc Aurèle le répétait dans ses méditations, l'homme peut tout perdre, sauf la capacité de choisir comment répondre. C'est l'essence de la liberté intérieure. Tu ne contrôles pas le monde, mais tu contrôles ton esprit. Tu ne peux pas décider de ce qu'on dit de toi, mais tu peux décider de ta réaction à cela. Tu ne peux pas empêcher qu'on t'attaque, mais tu peux choisir de ne pas donner ta tranquillité à l'agresseur. Protéger ta liberté intérieure, c'est élever un bouclier contre la manipulation émotionnelle. Quand tu dépends de la validation des autres, tu deviens vulnérable à ce qu'ils jouent avec tes émotions. Ils te récompensent par de l'attention quand tu te conformes et te la retirent quand tu ne le fais pas. C'est un jeu de pouvoir dans lequel tu perds toujours parce que tu n'as pas appris à te soutenir de l'intérieur. Mais quand tu décides que ta paix ne dépend de personne, que ta valeur n'est pas entre les mains d'autrui, alors personne ne peut te contrôler. Tu deviens inébranlable parce qu'il n'y a plus de chaîne avec laquelle on peut te retenir. Pratiquer cette protection ne signifie pas te fermer ou te méfier de tous. Cela signifie avoir une clarté sur où est ton centre. Si ta liberté dépend de ce qu'ils disent, tu seras toujours un prisonnier des voix externes. Mais si ta liberté dépend de ton but, de ta discipline et de ta conscience, alors tu seras intouchable. Cette fermeté est celle qui construit le respect, car celui qui reste fidèle à lui-même inspire même ceux qui ont essayé de le soumettre. Protéger ta liberté implique également de mettre des limites claires. Tout ne mérite pas ton attention, tout ne mérite pas ton énergie, tout ne mérite pas ta réaction. Souvent, le piège est de dépenser des forces à te défendre contre des critiques qui ne valent rien ou à essayer de convaincre ceux qui ont déjà décidé de ne pas te comprendre. Un stoïcien sait que la liberté se préserve en choisissant où concentrer son esprit et à qui ouvrir la porte de son âme. Et dans ce choix se trouve la différence entre une vie gouvernée de l'extérieur et une vie gouvernée de l'intérieur. La liberté intérieure est ton plus grand trésor. C'est l'espace à partir duquel tu peux vivre avec dignité, aimer sans chaîne, décider avec clarté et résister à n'importe quelle tempête. Si tu la donnes, tu perds tout le reste. Si tu la protèges, rien d'extérieur ne peut te briser. Et le jour où tu comprends cela, le jour où tu décides de ne pas mettre ta paix entre les mains de personne, ce jour-là, tu deviens vraiment libre. 5. Arrête de traîner un passé qui n'existe plus. Marcher avec le passé sur le dos, c'est comme essayer de courir avec un sac à dos plein de pierres. Tu peux avancer de quelques pas, mais tôt ou tard, le poids te courbera le dos. Chaque souvenir non résolu, chaque erreur que tu n'acceptes pas, chaque trahison que tu ne pardonnes pas, devient un rocher que tu portes inutilement. Le problème n'est pas ce qui s'est passé, mais ta décision de continuer à le porter comme s'il existait encore. Et la vérité est que ce passé est déjà mort. La seule chose qui survit est l'histoire que tu refuses de lâcher. L'attachement au passé est une des chaînes les plus courantes. Il te fait répéter mentalement des scènes, des dialogues, des décisions, cherchant une fin différente qui n'arrivera jamais. Le temps ne recule pas, mais ton esprit peut t'enfermer dans un cycle infini de souvenirs. Et plus tu le répètes, plus tu t'éloignes de ta liberté. Parce que le passé n'est pas un lieu où vivre, c'est juste un maître qui t'a donné des leçons que tu dois accepter et laisser derrière toi. Les stoïciens le savaient et le répétaient clairement, la seule chose que nous possédons est le présent.
Marc Aurèle disait que la vie est cet instant, ni le futur qui n'est pas encore arrivé, ni le passé qui est déjà parti. S'accrocher à ce qui n'existe plus, c'est gaspiller la seule vraie richesse que tu as, le présent. Et pourtant, beaucoup de personnes restent coincées dans la culpabilité pour des erreurs anciennes, dans le ressentiment pour des blessures anciennes, dans la nostalgie de moments qui ne reviendront jamais. Ils vivent comme des fantômes dans une vie qui n'existe plus. Arrêter de traîner le passé ne signifie pas oublier ou nier. Cela signifie l'accepter comme une partie de ton histoire, reconnaître que ce qui a été a déjà rempli sa fonction, et que ta seule tâche est d'apprendre ce qu'il enseigne. Chaque échec est une leçon qui t'a montré une limite. Chaque trahison est un avertissement qui t'a appris à mieux choisir. Chaque erreur est un rappel que tu étais en train d'apprendre. S'accrocher à eux ne change rien, mais les lâcher te libère. Le passé devient un ennemi quand tu l'utilises pour justifier ton immobilisme. Je ne peux pas parce que j'ai échoué avant. Je n'avance pas parce qu'on m'a blessé. Je ne fais pas confiance parce qu'on m'a trahi. Ces phrases ne sont pas des vérités, ce sont des excuses déguisées en blessures. Tant que tu continues à les répéter, tu restes prisonnier de ce qui n'existe plus. Le stoïcisme invite à reconnaître que la blessure ne se guérit pas par des lamentations, mais par l'action dans le présent. Et cette action commence par la décision de ne plus traîner ce qui est déjà terminé. Une pratique utile est d'observer ton dialogue interne et de détecter quand tu parles depuis le passé. Chaque fois que tu utilises le « j'aurais dû » ou le « si cela ne m'était pas arrivé », attrape-le et change-le par une question pratique. Que puis-je faire aujourd'hui avec ce que j'ai appris de cela? Ce changement est petit, mais puissant. Il te sort de la nostalgie et te place sur le terrain de l'action. Le passé devient alors du carburant, pas un fardeau. Arrêter de traîner un passé mort est aussi un acte de respect envers toi-même. Parce que ta vie ne mérite pas d'être définie par ce que tu as perdu, mais par ce que tu es capable de construire maintenant. Et chaque jour où tu choisis de lâcher un souvenir, chaque jour où tu renonces à revivre de vieilles scènes, tu récupères un peu de liberté. Le passé n'existe plus. Il n'existe que ta décision de continuer à le porter ou de le laisser tomber. Et le jour où tu le lâches, tu découvres que tu as toujours été plus fort que tu ne le pensais. 6. Accepte la réalité et arrête de perdre de l'énergie sur ce qui est immuable. Se battre contre la pluie ne l'arrête pas. Maudire la mer ne calme pas ses vagues. Nier la nuit ne fait pas lever le jour plus vite. Pourtant, beaucoup de personnes gaspillent leur vie à lutter contre l'inévitable. Elles se consument en essayant de changer ce qui est déjà hors de leur contrôle. Dépensent de l'énergie en plaintes, en reproches, en résistance inutile. Cette guerre contre l'immuable est non seulement absurde, mais aussi épuisante, parce qu'à la fin, la réalité gagne toujours, et plus tu résistes, plus tu accumules de souffrances. Accepter la réalité n'est pas se résigner, c'est reconnaître clairement ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. C'est l'essence du stoïcisme. Épictète l'a expliqué de manière tranchante. Certaines choses dépendent de toi et d'autres non. Si tu insistes à contrôler ce qui n'a jamais été entre tes mains, tu te condamnes à la frustration. Mais si tu concentres ton énergie sur ce que tu peux changer, alors tu trouves force, direction et paix. L'acceptation est le filtre qui sépare l'inutile du précieux, ce qui draine de ce qui construit. Le problème est que beaucoup confondent accepter avec se rendre. Ils croient que accepter signifie supporter des injustices ou se contenter de moins. Mais ce n'est pas le cas. Accepter est un acte de pouvoir, car ce n'est que lorsque tu regardes la réalité telle qu'elle est que tu peux décider comment agir. La nier ne fait que t'enfermer dans des illusions. L'accepter, en revanche, t'ouvre la porte à l'action consciente. La différence est brutale. Celui qui n'accepte pas vit piégé dans des fantasmes. Celui qui accepte vit prêt à transformer ce qui est en son pouvoir. Pense-y en termes pratiques. Une relation a pris fin. Tu peux passer des mois à le nier, à prier pour que tout revienne, à recréer des scènes dans ton esprit comme si elles étaient réelles.
c'est une résistance inutile, où tu peux accepter que c'est fini, reconnaître ce qu'elle t'a laissé, apprendre de l'expérience et avancer. La première option te détruit, la seconde te renforce. L'acceptation n'élimine pas la douleur, mais la rend transitoire. La résistance, en revanche, la prolonge jusqu'à l'infini. Il en va de même avec la perte, la mort, les revirements inattendus de la vie. Tu peux passer des années à te plaindre de la chance, du destin, de Dieu, ou de qui tu veux blâmer. Mais rien de tout cela ne change le fait que cela s'est produit. La seule chose qui change ton expérience est la décision d'accepter et de rediriger ton énergie. Car l'énergie que tu perds sur l'immuable est celle qui te manque pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est là la tragédie, gaspiller de la force sur l'impossible tout en négligeant ce qui est à ta portée. Le stoïcisme invite à pratiquer l'acceptation radicale. Cela ne signifie pas être indifférent, mais choisir la paix plutôt que la plainte. Cela signifie regarder une tempête et au lieu de la maudire, chercher comment protéger ta maison. Cela signifie perdre quelque chose et au lieu de t'accrocher à ce qui est perdu, te concentrer sur ce que tu peux construire maintenant. Cette habitude se forme jour après jour. Chaque fois qu'un problème se pose, pose-toi une seule question. Cela dépend-il de moi ou non? Si cela dépend de toi, agis avec détermination. Si cela ne dépend pas de toi, laisse-le aller sans culpabilité. C'est la clé pour vivre léger. Accepter la réalité est l'une des formes les plus pures de liberté. Parce que lorsque tu arrêtes de te battre avec l'immuable, tu récupères de l'énergie, de la clarté et de la sérénité. Tu apprends à concentrer ta force sur ce qui transforme vraiment ta vie et tu cesses d'être l'esclave de ce que tu ne pourras jamais contrôler. C'est la victoire silencieuse d'un stoïcien, ne pas dépenser une goutte d'énergie dans des batailles perdues. Et lorsque tu y parviens, tu découvres que accepter ne t'affaiblit pas, cela te rend invincible. 7. Choisis ta paix intérieure, même si cela dérange les autres. Il y a un prix que tu devras toujours payer si tu décides de prendre soin de ta paix. L'inconfort de ceux qui étaient habitués à te voir épuisé, complaisant et disponible pour tout. La paix intérieure n'est pas toujours un lieu silencieux et confortable. Souvent, c'est un acte de rébellion. C'est dire non quand tout le monde s'attend à ce que tu dises oui. C'est poser des limites, même si ça fait mal. C'est te retirer des endroits où ton énergie n'est pas respectée. Et bien sûr, cela dérange, parce que celui qui bénéficiait de ton dévouement inconditionnel se sent menacé lorsque tu ne cèdes plus. Mais ce malaise n'est pas ton fardeau. C'est la preuve que tu choisis ta liberté. La paix intérieure est le territoire où se joue ta véritable force. Tu ne la construis pas dans une retraite isolée, ni dans un instant de calme artificiel. Tu la construis au milieu du bruit, des exigences, des pressions externes. C'est dans ces moments que tu décides, est-ce que je livre ma sérénité à l'attente des autres, ou est-ce que je la protège, même si cela dérange? C'est le dilemme de la vie réelle. Et les stoïciens enseignaient que choisir la paix, c'est choisir de se gouverner soi-même. Parce que celui qui se laisse emporter par les demandes de tous ne vit pas, il survit seulement. Beaucoup de personnes perdent la paix parce qu'elles ne savent pas supporter le jugement des autres. Elles sont obsédées par l'idée d'être approuvées, de ne pas décevoir, de bien paraître à chaque occasion. Et ainsi, elles hypothèquent leur tranquillité, la remettant entre les mains de quiconque a une opinion. L'ironie est que cette quête désespérée d'acceptation ne se termine jamais, car il y aura toujours quelqu'un d'insatisfait. La vérité est simple, si ta paix dépend du fait que tout le monde soit satisfait, tu n'auras jamais la paix. Le stoïcisme propose une autre voie, apprendre à déranger. Pas de manière destructive ou arrogante, mais avec la fermeté de celui qui sait que sa tranquillité n'est pas négociable. Lorsque tu choisis ta paix, il y aura inévitablement ceux qui te traiteront d'égoïste, de distant ou de froid. Mais ces étiquettes ne définissent pas la réalité. Elles reflètent seulement la frustration de ceux qui ne peuvent pas te contrôler. Et accepter ce malaise fait partie du prix à payer pour vivre avec dignité. Pratiquer ce principe au quotidien signifie oser dire non,
même lorsque la culpabilité tente de te dominer. Cela signifie prioriser ton repos lorsque tout le monde exige plus de toi. Cela signifie lâcher des conversations vides qui épuisent, même si cela surprend ceux qui te tenaient pris dans la routine. Cela signifie quitter des espaces où tu n'es pas respecté, même si d'autres ne le comprennent pas. Chaque fois que tu choisis ta paix, tu renforces l'idée que ta vie n'est pas à vendre. Celui qui protège sa paix inspire aussi le respect. Cela peut déranger au début, mais tôt ou tard, les autres reconnaissent la force de quelqu'un qui reste ferme. Et le plus important, ton intérieur devient un terrain solide, où personne d'autre ne décide. Cette paix devient ton refuge, ta force secrète, le lieu d'où tu peux affronter n'importe quelle tempête. Il ne s'agit pas de vivre isolé ou de couper des liens par caprice. Il s'agit de comprendre que si tu sacrifies ta paix pour soutenir tout ce que les autres attendent, tu te perds toi-même. Et te perdre est le pire prix que tu peux payer. Choisir ta paix, même si cela dérange, c'est te rappeler chaque jour que ta vie t'appartient et que ton calme ne peut pas dépendre du caprice des autres. Au final, ta paix intérieure n'a pas besoin d'être expliquée ni justifiée. Elle a juste besoin d'être protégée avec la même fermeté avec laquelle tu protèges ce qui est le plus précieux. Et lorsque tu décides de le faire, même si cela génère de l'inconfort, tu découvres qu'il n'y a pas de liberté plus grande que celle-là. 8. Transforme chaque coup en l'élan qui te rend invincible. Frapper le fer ne le détruit pas, il le transforme en acier. Le feu n'annihile pas l'or, il le purifie. De même, la vie teste ton esprit. Chaque coup est une invitation à te forger ou à te briser. La différence réside dans ce que tu choisis de faire de l'impact. Il y a ceux qui se noient dans la plainte, incapables de se lever. Et il y a ceux qui décident de transformer la douleur en force, la perte en clarté et la chute en le début de quelque chose de plus grand. Le coup en lui-même ne définit pas ton destin, c'est ta réponse qui le définit. L'attachement émotionnel naît en grande partie de cette peur des coups. Peur du rejet, peur de la solitude, peur de perdre ce que tu aimes. Et par cette peur, tu préfères rester attaché à ce que tu connais, même si cela te fait mal, parce que tu crois que cela t'évitera de souffrir. Mais la vérité est que la souffrance arrive de toute façon. La différence réside dans le fait que tu choisis que cette douleur te rende esclave ou guerrier. Les stoïciens enseignaient que l'adversité est un terrain d'entraînement. Marc Aurèle l'écrivait sans détour. L'obstacle à l'action devient l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Chaque obstacle est la leçon dont tu as besoin. L'erreur la plus courante est de croire que les coups sont des étiquettes permanentes. Tu as été trahi et tu décides de t'appeler la victime. Tu as échoué et tu décides de t'appeler l'inutile. Tu as été rejeté et tu décides de t'appeler le non-méritant. C'est le piège de la douleur. Te faire croire que tu es ce que tu as souffert, mais le coup n'est pas ton identité, c'est juste un fait. L'histoire que tu construis après lui est ce qui définit qui tu es. Si tu choisis d'apprendre, de grandir et de te lever, alors ce coup devient le moteur qui te rend plus fort. La souffrance ne réside pas dans le fait, mais dans l'interprétation. Une chute peut être la fin ou peut être le début d'un nouveau chemin. Une perte peut te plonger dans la nostalgie ou t'enseigner à apprécier ce que tu as encore. Une déception peut t'enfermer dans le ressentiment ou te guider à choisir avec plus de sagesse. Tu décides si le coup est un mur ou un tremplin. Cette décision est la tienne, toujours. Transformer les coups en élan exige de la discipline et du courage. Il ne s'agit pas de nier ce qui fait mal, mais de ne pas permettre que cette douleur te consume. Cela signifie te donner la permission de ressentir, mais pas de rester coincé. Cela signifie te lever fermement, même si le corps tremble et l'âme saigne. Chaque fois que tu choisis de le faire, tu renforces la certitude qu'aucun coup n'a le pouvoir de te briser. La pratique stoïcienne transforme l'adversité en maître. Si la vie te frappe, remercie le rappel que tu as encore la force de résister. Si quelque chose se brise, reconnais que là est l'opportunité de reconstruire avec plus de clarté. Si tu tombes,
Comprends que le sol n'est pas une condamnation, c'est un terrain solide pour te relever. Chaque coup est une leçon déguisée, chaque blessure, un appel à grandir. Lorsque tu réussis à vivre ainsi, la vie ne peut plus te détruire. Tu découvres que tu n'es pas fragile comme le verre, mais résistant comme l'acier. Chaque impact que d'autres ont cru serait ta fin devient l'élan qui te rend invincible. Et ce jour-là, tu comprends que la victoire n'est pas de ne pas recevoir de coups, mais de transformer chacun d'eux en le feu qui forge ta grandeur intérieure. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Vivre sans habitude claire, c'est comme ramer dans une mer agitée sans boussole ni destination. Chaque vague d'anxiété, chaque courant de distraction, de doute t'emporte où il veut, tandis que tu essaies à peine de rester à flot. Vivre sans habitude claire, c'est comme ramer dans une mer agitée sans boussole ni destination. Chaque vague d'anxiété, chaque courant de distraction et chaque tempête de doute suffisant. Mais ce n'est pas le cas. Tu es fait pour plus que résister. Tu es fait pour diriger ton propre voyage. Le stoïcisme n'est pas un vieux livre sur une étagère poussiéreuse, ni une théorie qui sonne bien dans des phrases motivantes. Éliminer à la racine ce qui te vole de l'énergie, mais de gouverner ce qui se passe en toi. Chaque moment mental qui peut transformer des semaines d'anxiété en semaines de apprentissage du lâcher-prise de ce que tu ne peux pas contrôler, en passant par l'affrontement de l'inconfort, le fait de t'arrêter pour reprendre des forces et de recommencer sans abandonner. Elle cherche à te secouer, éliminer à la ruée avec de petites mais de hydratement mental. Tu avances à l'aveuglette en espérant ne pas trop te blesser. Cette obscurité est le chaos d'un esprit sans ordre, et bien que tu essaies de bouger, tu finis toujours épuisé sans être arrivé nulle tes pensées. Une routine consciente t'oblige à choisir quelles pensées vont gouverner ta journée, et lesquelles ne méritent pas d'entrer dans la salle de contrôle. Quand tu n'as pas de routine, n'importe quelle distraction t'emporte. Tu vérifies ton téléphone pendant 5 minutes et tu finis par perdre 1 heure. Tu te proposes d'avancer dans une tâche et tu finis par sauter d'une chose à l'autre jusqu'à ce que tu aies l'impression de n'avoir rien accompli. En revanche, avec un plan clair, chaque minute a sa place, et cette discipline transforme le sentiment de vide en direction. La fatigue ne disparaît pas, mais au moins maintenant elle a un sens, parce que tu l'investis dans ce qui compte vraiment pour toi. Et cette différence est ce qui sépare celui qui évolue de celui qui stagne. Créer une routine stoïcienne est comme entraîner le corps pour la bataille. Tu commences par des pas simples, mais chaque répétition renforce ton caractère. Te lever tôt sans dépendre de la motivation, prioriser l'important sur l'urgent, consacrer du temps à la réflexion quotidienne et terminer la journée en évaluant tes actions sont de petits actes qui, ensemble, génèrent du pouvoir. N'attends pas un changement immédiat, car la discipline ne pousse pas en un jour. Mais si tu restes ferme chaque semaine, tu sentiras comment le bruit mental diminue et ta direction devient plus claire. La routine n'est pas une punition, c'est un acte de respect envers toi-même. C'est montrer que ton temps vaut trop pour être donné au désordre. Lorsque tu décides de structurer tes journées, tu ne construis pas seulement des habitudes, tu construis aussi du caractère. Et le caractère est ce qui te soutiendra lorsque tout autour de toi semblera incertain. Souviens-toi de ceci, le chaos existera toujours, mais celui qui a une routine consciente ne s'y noie pas. Il l'utilise comme carburant pour continuer à avancer. 2. Lâche ce que tu ne contrôles pas et gagne en sérénité. S'accrocher à ce que tu ne peux pas contrôler est comme essayer d'arrêter la pluie avec tes mains. Plus tu les ouvres, plus l'eau s'écoule rapidement entre tes doigts, et tout ce que tu réussis à faire, c'est de finir trempé, épuisé et frustré. La vie est pleine de tempêtes qui ne dépendent pas de toi. Les décisions des autres, les changements soudains, les injustices que tu ne peux pas corriger, les mots que quelqu'un a dit sans réfléchir.
Si tu essaies de lutter contre tout cela, ton énergie est gaspillée dans une bataille que tu ne pourras jamais gagner. Le stoïcisme enseigne que la sérénité ne vient pas de la domination du monde extérieur, mais de la reconnaissance de là où se termine ton pouvoir et où commence l'inévitable. Chaque fois que tu te préoccupes de ce que quelqu'un pense de toi, tu cèdes ta paix. Chaque fois que tu te disputes avec une situation qui est déjà passée et que tu ne peux pas changer, tu donnes ton temps. Chaque fois que tu veux forcer les autres à agir comme tu le ferais, tu tombes dans le piège de la frustration. La différence entre celui qui vit lié à l'anxiété et celui qui vit avec calme est à ce point. L'un gaspille sa vie à se battre avec l'incontrôlable, l'autre décide de se concentrer sur ce qui dépend de lui. Lâcher prise ne signifie pas se rendre ni devenir indifférent. Cela signifie apprendre à mettre les charges à leur place. Tu ne contrôles pas ce que font les autres, mais tu contrôles la façon dont tu réponds. Tu ne peux pas empêcher les problèmes de surgir, mais tu peux choisir de réagir avec désespoir ou avec stratégie. Celui qui lâche ce qu'il ne contrôle pas gagne en sérénité, parce qu'il ne se fatigue pas dans des batailles qui ne sont pas les siennes. Au contraire, il utilise cette énergie pour construire ce qui est en son pouvoir. Pense à combien d'heures tu perds à tourner en rond dans des scénarios imaginaires. Tu te préoccupes de ce qui pourrait arriver demain, de ce qui aurait pu être différent hier, de la façon dont les autres vont agir. C'est une prison invisible. Quand tu arrêtes de porter ce fardeau, tu ressens un véritable soulagement. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, c'est que tu ne les amplifies plus. Tu commences à comprendre que la vie n'a pas besoin de ton approbation pour avancer, et que la seule chose qui compte vraiment est la façon dont tu décides d'agir dans le présent. Le détachement face à l'incontrôlable n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. Celui qui sait lâcher prise se protège de l'anxiété qui détruit tant de gens. Si quelqu'un te trahit, son choix n'est pas sous ton contrôle, mais ta décision de continuer avec dignité l'est. Si le destin change brusquement, ce n'est pas à toi de freiner le virage, mais c'est à toi de marcher dans la nouvelle direction sans te briser. Les stoïciens appelaient cela la dichotomie du contrôle, une boussole interne qui te rappelle constamment où concentrer ta force et où simplement accepter. La sérénité arrive lorsque tu arrêtes de t'épuiser dans des conversations interminables avec l'impossible. Tu ne peux pas arrêter le temps, tu ne peux pas empêcher les autres de faire des erreurs, tu ne peux pas contrôler l'opinion de tout le monde, mais tu peux construire la discipline, le caractère et la clarté en toi. Et en le faisant, chaque situation externe cesse d'être un ennemi et devient un test de ta force. Celui qui ne sait pas lâcher prise se noie dans la colère, le désespoir et la paralysie. Celui qui apprend à lâcher prise et ton chemin le seront toujours. C'est là ta véritable liberté. 3. J'y pas de une pensée sans action est comme une voiture avec le réservoir plein, le moteur allumé et le frein à main serrée. Tu as l'énergie, tu as la direction, mais tu ne bouges pas d'un centimètre. Et pendant que tu restes immobile, le temps continue de s'écouler, les chemins changent et les opportunités qui auraient pu s'ouvrir se perdent dans le rétroviseur. C'est ainsi que fonctionne la vie lorsque tu passes trop de temps à planifier, à rêver ou à attendre le moment parfait. Le premier pas, aussi petit soit-il, enseigne que l'action est la réponse la plus puissante contre l'inertie et l'anxiété. Les grands obstacles ne sont pas renversés d'un seul coup, ils sont usés par des pas fermes, l'un après l'autre. Cependant, la plupart restent pris au piège de la procrastination, croyant qu'ils ont besoin de plus de motivation, de plus de signes, de plus de préparation, de bouger même sans envie lorsque tu fais le premier pas, même si l'incertitude pèse sur tes épaules. Faire le premier pas, c'est déclarer la guerre à la peur. Chaque fois que tu avances, même un peu, tu empoisonnes le caractère et la clarté en toi, la paralysie et transforme l'énergie contenue en direction. Qui ne sait pas lâcher prise se noie dans la colère, le désespoir et la paralysie. Mais n'agis pas de ces opportunités de lever une pense faire direction qui aurait pu s'ouvrir, savait ou présent aurait pu s'ouvrir, que tu enseigne qui entraîne pas fort près, qu'il y aura un meilleur moment, ou qu'une enseigne de bouger, il ouvre.
Chaque fois que marquera que le n'apparaît pas fait qui ne comme, mais pas porter un sac à dos plein de vieilles pierres, peu importe les opportunités non plus. Le premier pas a un qui te retient, mais l'incapacité de reconnaître avec conscience ne sont pas une perte de temps. Elles sont un investissement. En elles, et votre esprit courant d'une tâche à l'autre, et votre esprit, parce qu'ils ne se sont jamais accordé un instant pour ça. Une pause consciente rompt ce cycle. Elle vous oblige à arrêter l'inertie de ce courant d'une contrôle sur votre esprit. Vous n'auriez pas vu une pause parce qu'il y a de s'arrêter ne nécessite pas des heures, quelques minutes suffisent. Une respiration profonde avant de réagir dans une discussion, une courte promenade sans téléphone pour ordonner ses pensées, quelques instants au début de la journée pour écrire ce qui compte vraiment. Chaque petite pause a besoin d'être soignée pour continuer à trancher avec force le chaos qui tente de gouverner votre vie entière. 6. Affronte l'inconfort et forge ton caractère. Une graine ne devient jamais un arbre si elle reste confortablement dans la terre douce. Pour grandir, elle doit traverser l'obscurité, briser sa propre coquille et pousser contre la résistance du sol jusqu'à atteindre la lumière. Cet inconfort est le prix inévitable de la croissance. Il en va de même pour toi. Tant que tu évites l'inconfort, tu resteras petit, coincé dans le sûr, sans expérimenter la force qui ne s'éveille qu'en difficulté. La plupart des gens fuient ce qui les met mal à l'aise. Ils s'accrochent à la routine facile, à ce qu'ils connaissent, à ce qui ne demande pas trop d'efforts. Mais cette voie ne mène qu'à la faiblesse. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas aspirer à une vie de caractère ferme si tu cherches toujours refuge dans le confort. Le caractère ne se construit pas dans les jours doux, mais dans les épreuves qui ébranlent tes certitudes. Un corps qui ne s'expose jamais à l'effort s'atrophie, et un esprit qui n'affronte jamais de défis devient fragile. L'inconfort est un maître exigeant, mais juste. Lorsque tu choisis de l'affronter, il te montre ce que tu es capable de supporter et ce que tu as encore besoin de renforcer. C'est dans les conversations difficiles que tu apprends à exprimer ta vérité avec fermeté. C'est dans les tâches qui semblent impossibles que tu découvres que ta résistance est plus grande que tu ne le pensais. C'est dans les moments où la vie te pousse à la limite que tu découvres la trempe que tu ne connaissais pas. Éviter ces situations, c'est renoncer à ton propre pouvoir. Les stoïciens pratiquaient des exercices d'inconfort comme entraînement volontaire, dormir sur le sol, supporter le froid, manger simplement. Ils ne le faisaient pas par masochisme, mais pour se rappeler qu'ils pouvaient vivre avec moins, que leur force ne dépendait pas des luxes et que l'inconfort était une salle de sport pour l'âme. En s'exposant à la difficulté, ils se libéraient de la peur de perdre. Car celui qui a déjà affronté l'inconfort avec dignité ne se plie pas facilement face à l'adversité. Aujourd'hui, ton inconfort peut ne pas être de dormir sur le sol, mais il peut être de te lever plus tôt, d'arrêter de procrastiner, d'affronter cette conversation en suspens, ou d'oser changer ce que tu sais qui ne fonctionne plus. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu t'éloignes de ta meilleure version. Chaque fois que tu choisis l'inconfort avec courage, ton caractère se forge un peu plus. L'inconfort est la forge où se trempe l'acier de ta volonté. Ne confonds pas le confort avec la paix. La paix naît de la cohérence interne. Le confort naît de la peur de faire des efforts. L'un te renforce, l'autre te affaiblit. Celui qui fuit l'inconfort devient esclave de l'excuse, justifiant toujours pourquoi il ne progresse pas. Celui qui l'affronte devient maître de sa vie, parce qu'il comprend que la douleur de l'effort est temporaire, mais que la force acquise reste. Affronter l'inconfort ne signifie pas chercher une souffrance inutile. Cela signifie ne pas fuir ce que tu sais que tu dois faire. C'est assumer que la difficulté fait partie du processus et que le caractère se construit à chaque défi relevé. Si tu veux arrêter de vivre petit, apprends à regarder en face ce qui te met mal à l'aise et à avancer même avec peur. Car seul celui qui ose traverser la terre dure, comme la graine, réussit à grandir vers la lumière avec des racines solides et un caractère indestructible. 7. Protège ton temps en disant non fermement. Ton temps est comme une rivière qui coule sans s'arrêter.
Tu peux utiliser ces eaux pour nourrir ta terre, pour faire tourner des moulins, pour donner vie à ce qui compte, mais si tu laisses n'importe qui la détourner avec ses mains, tu découvriras bientôt que ton lit se dessèche et ce qui était autrefois une force devient épuisement. C'est la réalité. Tu ne perds pas la vie dans de grandes catastrophes, tu la perds dans de petites fuites, en disant oui à ce que tu ne veux pas, en offrant des heures à des engagements qui n'apportent rien. Le temps ne revient pas, et celui qui ne le protège pas le jette comme s'il était des ordures, alors qu'en vérité, c'est son trésor le plus sacré. Le stoïcisme enseigne que la plus grande richesse n'est ni l'or ni les biens matériels, mais le temps bien vécu. Sénèque le répétait clairement. La plupart des gens se soucient de garder leur argent, mais personne ne prend soin de son temps, alors que le temps est la seule chose qui ne pourra jamais être récupérée. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de responsabilité. Chaque oui que tu donnes à ce qui n'ajoute pas est un non que tu donnes à ce qui compte vraiment. Et c'est là le piège. Tu penses que tu peux tout faire, que accepter des engagements te rend généreux, alors qu'en réalité, tout ce que tu fais est de te vider. Protéger ton temps exige de la fermeté, car il y aura toujours quelqu'un prêt à l'occuper si tu ne fixes pas de limites. Des amis qui appellent juste pour décharger leurs problèmes, sans intention de t'écouter. Des personnes qui attendent que tu résolves ce qu'elles ont elles-mêmes évité. Des invitations qui semblent urgentes, mais qui n'apportent rien à ton but. Et c'est là que tu dois te rappeler que chaque minute que tu cèdes sans conscience est une minute que tu voles à ta croissance, à ta paix, à ta vie. L'habitude de dire non est inconfortable, mais libératrice. Au début, tu te sentiras coupable parce qu'on nous a appris à plaire pour ne pas être rejeté. Mais cette culpabilité est un mirage. Tu ne trahis personne, tu honores ta propre existence. Le non conscient ne détruit pas les relations. Il révèle lesquelles sont authentiques. Les personnes qui te valorisent respecteront tes limites. Celles qui veulent juste profiter s'éloigneront. Et même si ça fait mal, ce nettoyage est nécessaire. Dire non fermement ne convient pas. Un simple « je ne peux pas » dit avec sérénité est plus puissant si tu ne vales le coup et à qui tu l'investis. Cela signifie si tu ne valorises pas ta coût et à qui tu l'investis. C'est ta croissance. Chaque fois que tu dis non au bruit, tu dis oui à ton but. Et ce simple changement, toi ceci, regarder en arrière, tourner de ton cours. Rappelle-toi que t'arrives patience pour résister à la frustration de ne pas voir de résultats immédiats et la constance pour répéter l'effort même lorsque la fatigue tente de te convaincre d'abandonner. Celui qui maîtrise ces deux vertus a déjà gagné la moitié du chemin, car le monde est plein de personnes qui commencent avec force mais qui abandonnent rapidement. Ils sont peu nombreux ceux qui ont le courage de continuer lorsque l'émotion initiale disparaît. Recommencer est aussi un acte d'humilité. Cela signifie reconnaître que ce qui a été tenté n'a pas fonctionné, qu'il faut ajuster le cap ou même effacer ce qui a été tracé et dessiner une nouvelle carte. Tout le monde ne supporte pas cette réalité, car l'orgueil préfère la paralysie plutôt que d'admettre qu'il faut recommencer. Mais celui qui y parvient comprend que chaque nouveau départ est une occasion de se réinventer. Tu n'es pas le même qui a échoué hier. Tu es quelqu'un de plus fort qui a appris dans le processus. Chaque nouveau départ est une déclaration de courage. C'est la façon de dire à la vie « tu peux me frapper, mais tu ne peux pas briser ma volonté ». Et c'est dans cette répétition silencieuse de se relever que réside la véritable victoire. Il n'y a pas de gloire à ne jamais tomber. La gloire est de ne pas permettre qu'aucune chute soit la fin. Cette persévérance façonne le caractère de ceux qui laissent une empreinte. Quand tu sens que tout s'est effondré, rappelle-toi du potier qui reprend l'argile encore et encore jusqu'à donner forme à l'œuvre définitive. Rappelle-toi du guerrier qui retourne au combat, non par orgueil aveugle, mais parce que sa mission est plus grande que ses blessures. Rappelle-toi que le temps n'attend pas. Et si tu as l'opportunité de recommencer, cela signifie que tu as encore la vie et la force pour le faire. Cette dernière habitude résume l'esprit de toutes les autres.
constance, discipline, résilience et clarté. Recommencer toujours, c'est accepter que le chemin ne sera jamais parfait, mais que tu auras toujours le pouvoir de le réécrire. C'est la marque de celui qui vit avec stoïcisme. Il ne se rend jamais, il ne se brise jamais complètement, il devient toujours plus fort. Car la véritable fin n'arrive pas quand tu tombes, mais quand tu décides de ne pas te relever. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.